Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure, ou plutôt à l'aventure chez Jean-Christophe Garnier, installé depuis le 2002 à Saint-Lambert-du-Lattay, en Anjou donc. Un peu d'informations tout d'abord sur l'Anjou, nous sommes dans la vallée de la Loire, sur le département de Maine-et-Loire, à l'ouest de la Touraine. La superficie de ce terroir est d'environ 9000 hectares, dominé par un climat océanique tempéré. Nous parlerons avec Jean-Christophe des expériences qui l'ont mené à être le vigneron qu'il est aujourd'hui, de ses rencontres avec d'autres passionnés, d'agriculture biologique ou encore des aléas climatiques. Nous sommes ravis de pouvoir nous entretenir avec Jean-Christophe, vigneron passionné et engagé qui produit selon nous de grands chenins et des vins rouges surprenants. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Thomas. Merci de nous recevoir chez toi. C'est une belle matinée qui s'annonce. On est début mars chez toi. Jean-Christophe, comment s'est passée ta saison de taille ? La saison est en plein cours, on n'a pas encore terminé. On s'est occupé des tailles longues de Guyot là, pour les cabernets, et puis aussi des gobelets en chenin. Bon, D'accord. Donc c'est du gobelet palissé, c'est ce dont on parlait tout à l'heure ? En général, c'est des gobelets palissés, Ouais. gobelets en ligne. Donc on a tous ces fils là, qui permettent de tenir les branches un petit peu. C'est pratique. Bon, c'est toujours un peu embêtant. On se prend les pieds dedans, mais bon, c'est pratique quand il y a des gros coups de vent au printemps, quand même, ça tient le feuillage. Ouais. Moi, je préfère ces gobelets en ligne, c'est quand même pratique. On a des écartements qui sont assez faibles pour le tracteur interligne qu'on a là. Ouais. Bref. Mais voilà, c'est pratique. Donc la taille n'est pas terminée. Et puis on prépare les vignes qui sont un peu plus gélives. On prépare le travail de taille et on repasse après tout début avril pour recouper les branches principales. Pour permettre à la sève de partir tôt si le début de printemps arrive vite. D'accord. Et comme ça, on recoupe les baguettes à 3 yeux et la sève repart plus tard. Ça permet de retarder un petit peu le cycle séveux. Et de faire donc c'est une sorte de C'est une pré-taille en gros quoi. C'est une pré-taille. On enlève tous les gourmands, tous les bois qui ne seront pas intéressants pour la floraison, la fructification. Oui. Ensuite, on repasse une deuxième fois pour couper ces bras-là. Quoi. D'accord. Une taille en 2 fois. Taille en 2 fois. Sur les zones gélives. Ouais. Donc en gobelet et en guyot, En principalement gobelet, sur ton vignoble. Ouais, avec une orientation quand même sur les flux de sève en taille poussard. Quoi. D'accord. Ok. On parle souvent de moments de rencontre dans notre métier, dans notre métier de caviste et de vigneron. Selon toi, quelles ont été les rencontres qui t'ont le plus marqué avant de te lancer dans la création de ton domaine, justement, au début des années 2000 ? J'ai fait une formation en lycée viticole, un BPRE à Montreuil-Bellay, Ouais. et j'ai eu des stages à faire, donc j'ai contacté des vignerons avec qui je travaillais en restauration. Et Marc Angéli m'a pris en stage sur plusieurs semaines. Et c'était une rencontre assez dominante dans le choix de l'installation par la suite. Après, il y avait d'autres vignerons dans le coin aussi qui travaillaient déjà bien. Ouais. Mais ça a été assez majeur comme rencontre. Ouais. Quelqu'un qui travaillait bien ses vignes, qui était tout le temps dans ses vignes, et qui avait un regard assez différent sur les pratiques culturelles à l'époque. Ouais. Maintenant bon, ça a un peu changé dans le coin. Il y a beaucoup de vignerons qui travaillent bien. Mais à l'époque, c'était un petit peu moins le cas quand même. Et c'était une rencontre assez majeure, ouais, quand même, dans l'objectif d'installation. Ouais. Donc ta rencontre avec Marc Angéli, parce qu'avant tu étais sommelier, Ouais. c'est ça ? Donc tu travaillais tu as travaillé sur différentes tables. Ouais. Après cette rencontre, justement, peux-tu nous expliquer un peu l'histoire du domaine ? Comment as-tu trouvé tes vignes ? C'est sous l'impulsion de Marc qui m'a un petit peu forcé la main en termes d'installation. Bon, il m'a dit c'est un peu dommage que tu t'installes pas parce que dans le coin on a besoin de jeunes avec un peu d'expérience dans le vin pour s'installer et puis pour un petit peu faire changer un peu le coin, quoi, entre guillemets. Ouais. Le rajeunir ? Ouais, rajeunir. Changer peut-être un peu l'état d'esprit aussi. Ouais. Parce que les vins nature, il y a 25 ans, 20 ans en Anjou. Y en avait-il
Oui, il y avait des vins avec très peu de soufre. Il y en avait quelques-uns, c'est sûr. Mais c'est surtout des domaines en bio qu'il n'y avait pas beaucoup. Ouais. Sur une culture bio. Après, les vins nature, bon, c'était quelque chose d'un peu secondaire, à mon avis. Les vins, c'était plutôt l'orientation agricole des parcelles, des domaines. Aujourd'hui, le vin nature, c'est un aboutissement ou un prolongement de l'agriculture biologique ou biodynamique. Mais au départ, on était plutôt axé sur la production propre en fait, du vignoble. Le vin en lui-même, c'est secondaire, quoi. C'est un aboutissement ouais, de ce mode de production. Il y a encore beaucoup à faire. Hein. Les vins nature, c'est que le début, mais c'est un cadre assez particulier encore. Quoi. Ouais. Aujourd'hui, ton domaine représente donc combien d'hectares de blanc, de rouge? Aujourd'hui, je suis parti au départ, c'était 2,5 hectares. Maintenant, il y a 10 hectares. Mais c'est en perpétuel mouvement, c'est-à-dire que j'ai repris des terres, des vignes, j'ai arraché, j'ai replanté. Donc aujourd'hui, il y a, on va dire, 8 hectares et demi en production. Ouais. Il y a 2 hectares et demi qui sont en gros en arrachage et en restructuration. D'accord. Donc il y a beaucoup de surface, mais assez peu de production au final. Donc tu renouvelles pas mal le vignoble. Ouais. Donc des arrachages, des replantations, avec vraiment l'intention d'aller un peu plus loin dans les expériences, quoi. Notamment dans les hybrides, là, avec les années successives de gel qu'on prend, et ça va encore continuer. Donc la possibilité de planter des hybrides peut être un moyen justement d'accentuer la vigne en limitant les impacts de phyto et puis également en limitant les impacts du gel avec des vignes qui peuvent reproduire du raisin après le gel, quoi. Oui. Mais donc, pour pas... ça c'est un projet. Bon, avoir un peu les expressions ensuite de ces cépages-là dans les assemblages de cépages plus traditionnels qu'on utilise. Ouais. Donc ça c'est un peu la prochaine étape de la reconversion du domaine, quoi. D'accord. Donc les cépages traditionnels que tu utilises pour l'instant, donc en blanc. En blanc, donc c'est exclusivement du chenin. Ouais. En rouge, des Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, avec des objectifs aussi de surgreffage, de repasser des cépages un peu plus locaux ou endémiques du coin, plutôt que les Cabernets. D'accord. Tu penses à quoi, par exemple J'ai envie de surgreffer des gros lots sur des Cabernets. D'accord. Ouais. Ça m'anime pas mal. Des Onis aussi. C'est des expressions très jolies dans le coin. Qu'on retrouve dans ta cuvée Les Nouettes. Ouais, qu'on retrouve dans certaines cuvées, ouais. Autrement, ce sont des cépages, des Pinot Noir, des Grelots, des Gamay, un peu de Cabernet. Et voilà, l'encépagement, en gros, sur le vignoble, c'est moitié blanc, moitié rouge. D'accord. En gros, ouais. Moitié-moitié. En parlant de vignoble, justement, quelle est ton approche en vigne par rapport au travail de la vigne? L'approche, c'est une culture saine bio. Oui. Sans rentrer dans plus de détails, c'est essayer d'avoir des bons gestes, quoi, dans les vignes et sur l'impact du sol. On essaie de ne pas trop mécaniser, on essaie de faire attention quand même au tassement, au labour, des semis aussi d'engrais verts qu'il faut absolument le faire, quoi. Ça, il faut insister dans ce sens-là. C'est ce que tu mets en pratique on essaie de le faire. C'est un objectif, on n'arrive pas toujours à l'atteindre, mais c'est des choses qui sont vraiment indispensables à une bonne vie des sols. Après, l'approche de la vigne, c'est le moins de phyto possible. Essayer de ramasser du raisin, pas trop mûr non plus, mais pas trop en sous-maturité non plus. À point. À point, ouais, pour avoir des vinifications qui fonctionnent bien aussi. Essayer de garder l'acidité dans les mous. On a de moins en moins d'acidité. Des pH qui sont de plus en plus hauts. Donc c'est un peu problématique pour les vinifications. Donc lié au millésime solaire que tu as connu là en 18-19. Oui, c'est ça, ouais. Sur 2020, ça va beaucoup mieux, mais sur les millésimes solaires, c'est compliqué. Ouais. Il y a un peu trop de chaleur, quoi, trop de feu l'été. Ouais. Et ton approche justement en vigne, donc se prolonge en cave. Ton approche en cave. En cave, c'est donc sur les blancs, c'est des pressurages verticaux ou horizontaux, des presses assez douces, pas d'utilisation de SO2 pendant les vinifs. D'accord. Le plus normalement possible.
et puis des élevages en cuve ou sous bois, pendant des périodes qui sont de 6 mois à 1 an. Sur les rouges, c'est de la vendange entière, Ouais. avec des courtes macérations, des semi-carboniques, pour avoir des tanins assez fins et puis le moins d'extraction possible, quoi. D'accord. Voilà, respecter un fruit assez léger. Bon, parfois, il y a plus ou moins de tanins, mais en général, c'est un petit peu l'esprit, quoi, d'avoir des vins assez aériens. Bon, on l'a bien senti Ouais, ce matin dans la ça dégustation. dépend des millésimes, mais c'est un petit peu l'objectif aussi à atteindre là. Donc, pour tes vins, donc, tu privilégies une approche parcellaire de ton vignoble? Au départ, j'ai beaucoup fait de parcellaire. C'est très intéressant au niveau des expressions du chenin sur les terroirs ou d'autres cépages d'ailleurs, hein, mais après, la problématique des parcellaires, c'est de se retrouver en cave avec une quinzaine de cuvées. Où là, bon, alors commercialement, c'est très intéressant, mais aussi c'est un peu embêtant. Tu as toujours une cuvée qui va avoir une expression qui va sortir un peu du lot, Ouais. par rapport à d'autres cuvées qui vont toujours être un petit peu en second plan. Donc l'assemblage est intéressant dans ce sens-là. Mhm. Et puis ça permet d'avoir aussi un volume de bouteilles intéressant quand même. Quand on parle commerce ou possibilité d'avoir une cuvée qui tient 6 mois ou 1 an, en attendant le nouveau millésime, c'est quand même assez intéressant. Plutôt que d'avoir plein de cuvées où tu pars un peu dans tous les sens. Mhm. Et puis la place, l'étiquetage, toutes ces lignes sur un tarif ou sur des stocks, quoi. C'est assez embêtant. Toutes les choses auxquelles Alors un vigneron après, doit penser, quoi. le parcellaire, c'est très intéressant, Mhm. mais les assemblages aussi. Ça permet d'avoir aussi des complexités différentes Ouais. et des nuances quand même dans les cuvées. Et donc là maintenant, ce matin, on a goûté Bézigon, Bézigon, donc ouais. 19 en vin. Donc ça, c'est ta cuvée entre guillemets principale ou tu... Oui, en général, il y a une cuvée donc, de Bézigon et La Roche, qui sont 2 terroirs face à face de chaque côté du Layon. Donc tu as une face nord et sud, D'accord. qui s'assemblent bien, je trouve, donc en assemblage, qui permet d'avoir une fraîcheur et puis une puissance sur des types de vignes différents. Mhm. Ensuite, il y a des plantations qui sont plus récentes sur Rouge-Fer notamment. Donc là, c'est des terrains plus argileux. Donc je ne vois pas l'intérêt réellement d'assembler ces terrains-là avec les terrains schisteux de Roche ou Bézigon. Et puis, il y a un autre secteur aussi sur Saint-Aubin, qui là, c'est des vignes vraiment plus vieilles, des carbonifères, sur un autre secteur, un autre lieu-dit. Mhm. Donc en gros, il y a 3 cuvées de blanc et puis 2 cuvées de rouge. Des cuvées de rouge sur des cépages plus précoces, et Ouais. puis des cuvées de rouge sur des cépages de type cabernet, quoi, avec un peu plus de matière ou de tanin. Donc la cuvée, les tailles. Les tailles, voilà. D'accord. Ça fait déjà 5 cuvées sur le domaine. Bon, en essayant de faire des choses correctes tous les ans, c'est pas mal déjà. C'est déjà bien. C'est Ouais. bien, ouais. Ouais. Et puis même les cavistes et les buveurs s'y Ouais, retrouvent. je pense que c'est visible, tout le monde s'y retrouve un petit peu, quoi. C'est bien. Enfin, moi, je trouve ça cohérent, quoi. Ensuite, par la suite, évidemment, il y a des terroirs qui racontent toujours un peu plus que d'autres. Ouais. Mais bon, dans la notion de petite gamme, 5 ou 6 vins, c'est déjà pas mal, quoi. Tu parlais souvent, là, au début de notre échange, de gel. Donc on voit qu'en Anjou, le gel frappe souvent donc beaucoup de parcelles, et de plus en plus. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur ce phénomène? Est-ce que déjà ce phénomène, pour toi, s'est accentué là, ces dernières années, ou il a toujours existé en Anjou? Ouais, ça a toujours existé, mais effectivement, il y a une accentuation assez forte, hein. Moi, depuis 2002, presque au bout de 20 ans, j'ai eu 3 années de gel quasi intégral. Puis après, des années sur certaines parcelles, hein, de gel récurrent d'un tiers, un tiers tous les 3 ans, ou la moitié tous les 3 ans, quoi. D'accord. Il y a des secteurs récurrents. Ouais. Bon, malheureusement, c'est sur des très beaux terroirs, des très beaux sous-sols, on va dire, mais c'est problématique, ouais. Et ça gèle de plus en plus haut. Avant, vraiment, ça gelait dans le bas de la vallée, près du ruisseau. Maintenant, ça gèle sur le haut de plateau, quasiment. D'accord. Donc ça gèle de plus en plus fort et plus haut. Donc comment faire? Tailler le plus tard possible, justement
en utilisant la technique là, de préparation des vignes, de supprimer donc les bois qu'on va jamais garder, et puis en passant, tailler en 2 fois. Ou alors installer des systèmes d'aspersion, mais ici c'est compliqué. Ouais. Des systèmes d'éoliennes. Vu la configuration des sols qu'on a ici, c'est pas facile non plus. On n'est pas sur des plateaux, quoi. Et des bougies, est-ce que vous bougies, utilisez ouais, parfois on en a des utilisé bougies quelques-unes, ouais. Ouais. Mais bon, ça n'a pas un impact suffisant, quoi. D'accord. On essaie de faire un petit peu des feux, des brouillards, mais bon, c'est un petit peu dans l'énergie du désespoir, quoi. Ouais. Je pense qu'une taille très tardive, c'est assez efficace. Bon, quand on gèle fin avril, de toute façon, Oui, c'est très compliqué. fort, c'est un peu fichu, quoi. Donc après, bon, c'est l'histoire des hybrides là, à creuser quand même. Oui. Ce qui pourrait être une alternative sur des parcelles très très gélives. Ouais. Ça fonctionne chez des collègues déjà. Oui, on prenait l'exemple du Jura lors de la dégustation. Ouais, il y a des collègues dans le Jura, dans le Beaujolais qui l'ont fait pas mal. Bon, en Suisse, ça se fait aussi beaucoup. Ouais. Donc il y a pas mal de choses à explorer. Bon, après, voilà, c'est plus les mêmes cépages, c'est plus les mêmes expressions. On quitte un petit peu le fondamental du coin avec des chenins ou des cabernets, entre guillemets. Des grelots et des cépages différents. Mais à voir. Donc affaire à suivre justement Affaire à suivre, ouais. sur les hybrides. C'est des systèmes, il y a les fils chauffants. Enfin, il y a tout un tas de techniques qui peuvent fonctionner, Ouais. mais c'est très onéreux en mise en place. Et puis comment on fait, quoi, et comment on finance ça. Est-ce que c'est viable sur le long terme aussi C'est de l'énergie toujours, hein. Bon, c'est du gaz. Bon, l'aspersion c'est bien, il faut de la flotte à côté. Nous c'est une petite rivière, le Layon, on peut pas. C'est pas la Vienne ou dans le Chinonnais, ils ont beaucoup installé ça. Ça marche, mais il faut des grosses rivières à côté. Oui. Des pompages, des forages, des autorisations. C'est assez compliqué à gérer. Assez compliqué, ouais. En Alsace, ils le font beaucoup aussi, je crois, l'aspersion. Donc affaire à suivre justement sur ce phénomène qui s'accentue. Oui. Pour finir, Jean-Christophe, et conclure cet échange, as-tu un petit mot pour les buveurs de vin qui souhaitent découvrir des vins vrais, vivants? Un petit mot, le mot du vigneron. Faut écouter les podcasts d'aventure. Oui, mais mis à part ça. Non, mais après, il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Enfin, l'information, elle est assez facile à trouver sur le vin. Oui. Le vin un peu différent. Il y a eu un gros boulot de fait, quoi. Entre les journaux, les revues spécialisées quand même. Oui. Le net aussi le qui net, peut aider. Beaucoup, ça a développé énormément. Maintenant, c'est relativement facile de trouver de l'info. Alors, trouver les bouteilles, toujours un peu rare, c'est un peu toujours compliqué. Ouais. Mais il faut être branché, quoi. Faut se déplacer, être curieux, et puis faire confiance aussi aux professionnels de la revente. Les cavistes ont quand même cette qualité-là aussi, de la confiance. De la recherche et de la confiance. Ouais. Donc être curieux et se renseigner au bon endroit. Ouais, et puis attendre que les restos rouvrent. On a vraiment hâte aussi. Voilà. Ouais. Une grosse pensée à tous les restaurateurs actuels. Merci en tout cas Jean-Christophe d'avoir pris le temps d'échanger ce matin. Je vous en prie. Surtout en ce moment où les rencontres se font un peu rares dû au contexte. Amis auditeurs, on espère que vous connaîtrez un peu mieux à l'aide de ce podcast Jean-Christophe et ses vins, à retrouver à notre boutique Aventure et sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.